Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Ce sera finalement l'Europa League pour l'OGC Nice et une belle 5e place. On s'en satisfera, contrairement peut-être au contenu de ce match face au Paris Saint-Germain. Défaite pour la dernière de la saison à la maison à l'Alliance Riviera des Aiglons, 2-1 face aux champions de France, tout simplement, même si diminué est déjà en vacances. On va revenir sur cette rencontre, un peu le déroulé, les satisfactions, les insatisfactions aussi, et puis ça va nous aider à nous projeter un peu sur les contours de l'effectif de la saison prochaine. Alors pas d'infos inédites à vous communiquer, on est dans le même flou que le capitaine Dante notamment, et puis voilà, dans l'expectative d'attendre qui seront les hommes forts du projet, du nouveau énième projet sportif de l'OGC Nice la saison prochaine. Mais bon, on n'y est pas encore, on va en discuter, on va se servir de ce Nice PSG comme base, et puis on va finir tranquillement en roue libre cette saison avec après un dernier match contre Lille, mais il n'y a plus d'enjeu que du plaisir, on l'espère, même si bon, le plaisir c'est pas vraiment ce qu'on a vu non plus ce mercredi soir à l'Alliance. Je parlais de roue libre, eh ben il y en a un avec moi, c'est Alric. Salut Alric, comment ça va? Salut Sky, salut à tous. Écoute, oui, effectivement, je vais faire comme le PSG hier, je vais être en roue libre. Beaucoup de frustration sur ce dernier match à domicile, mais bon, après, il y a plein de questions qui se posent pour l'année prochaine et je suis content d'être avec vous pour en parler. Ouais, allez, on savoure ces dernières émissions de la saison. Elle nous a fait beaucoup souffrir cette saison et elle se termine sur une note positive. Donc bon, tant qu'à faire, essayons de savourer le dessert. Il était avec nous également pour la meilleure partie du repas. Je n'ai pas peur de donner cet avis tranché. C'est Vincent Bertigno. Salut, comment ça va? Salut, ça va très bien, malgré la défaite qui enlève tous les espoirs de Ligue des Champions, mais bon, la saison est globalement réussie et avec l'actualité du club, on va prendre ça et s'en satisfaire. D'ailleurs, allez, petit tour de table virtuel en quelques mots. Votre dessert préféré? Ça n'a rien à voir, mais bon, j'ai parlé de dessert, ça m'a donné envie. La tarte au citron. Bien, avec ou sans meringue? Sans. Tu fais partie de l'élite, félicitations Vincent. Tropézienne. Ah, petit choix de hipster, on te reconnaît bien là, mais c'est validé également. Tiramisu était une réponse acceptée et les autres, non. Voilà, tout simplement. Voilà. On est des nazis jusqu'au bout dans cette émission, déjà qu'on est supporters de l'OGC Nice. Bref, parlons de cette rencontre, défaite 2-1, je le disais, des Aiglons face au Paris Saint-Germain, un match où on était pétri d'espoir, bon, peut-être d'illusion en tout cas. On voulait se donner la chance de jouer cette finale à Lille pour une qualification en Ligue des Champions, ou au moins gratter une place, un top 4 et ce fameux TP3 que nous avions connu il y a quelques saisons déjà face à l'Ajax Amsterdam. Bon, malheureusement ce sera pas le cas, on restera bien calé à la 5e place. La satisfaction de la soirée, c'est que personne ne reviendra dessus, surtout pas Marseille. Voilà, ça c'est fait, mais par contre, messieurs, très clairement, on aurait aimé peut-être se faire cette 34e dernière journée, un DEP qui aurait pu être historique face à nos amis lillois. Essayer peut-être de gratter la 4e place promise pour l'instant aux Brestois, puisque je pense qu'on va aller les mains dans le slip à Lille et qu'on va, de la même manière que pour leur titre, il y a quelques saisons, faire une passe décisive pour le podium à nos amis. Bon, le mood, Vincent l'a un peu entamé déjà, mais... Bon, vos illusions avant le match et les illusions perdues après, au final, bon, j'irai pas jusqu'à dire un mal pour un bien, mais on est un peu en mode, allez, 5e, l'Europa League, finalement, c'est notre place et par rapport au flou autour du projet, c'est pas plus mal d'aller en terrain connu. C'est ça le problème avec le gym, c'est que tu sais que ça passera pas, mais tu y crois quand même. Mais par contre, t'es douché très rapidement parce que dès que Thuram frappe le poteau alors qu'il est tout seul, tu dis ok, petite soirée de merde. Et ça n'a pas manqué, parce qu'on s'est fait punir en 5 minutes par le PSG. Et ce que je regrette pour le premier tour de table, c'est vraiment cette espèce de manque d'implication alors que tu as le stade qui est plein. C'est très rare pour être souligné. Tu as un tifo monstrueux qui en plus avait une belle référence à Paris pour essayer de créer une atmosphère un peu hostile aux Parisiens. Et t'as pas joué le jeu jusqu'au bout. Je regrette voilà, que quand le stade crée une vraie ambiance de fête, une vraie ambiance de quelque chose de grand, les joueurs ne soient pas capables de se mettre au niveau. Et très vite, voilà, on a été touchés et je trouve ça vraiment dommage. Quelques mots sur ce magnifique tifo orchestré par la Populaire Sud, que vous avez dû voir les photos. Sinon, je vous invite à aller sur les réseaux sociaux pour les admirer, changer votre bannière sur les réseaux, votre fond d'écran, tout ça. Mais voilà, grosse réussite de la Populaire qui a en tout cas
répondu présente pour l'événement, ce qui est tout à leur crédit. Sous le tifo avec les fumis, je pense que mes poumons ont pris l'équivalent de 150 paquets de gitane, mais c'est pas grave. Ça valait totalement le coup. Je re-signe pour la même chose l'année prochaine. Vincent, sur le tifo, si tu veux déjà, puisque Alric fait bien de le souligner, quand il y a des réussites, il faut quand même les rappeler et féliciter le peuple rouge et noir. Et puis sur le mood du match, et sans faire le bilan avant le bilan, mais on s'attendait forcément à ce qu'une défaite contre Paris soit plausible, et ça ne change pas grand-chose pour nous au final sur ce classement, cette 5e place auquel on est, semblait-il, été prédestiné. Ouais, le tifo déjà, franchement respect, parce que le travail était énorme et c'était réussi. Et je pense qu'en tout cas les tribunes, elles étaient à la hauteur de l'enjeu. Et après pour le match, oui c'était le PSG, mais c'était un PSG déjà champion, qui était quand même amputé de 5 ou 6 titulaires habituels. Donc pour moi il y avait la place, on avait un vrai quelque chose à jouer, et je pense que mentalement on l'a pas abordé comme il fallait. J'ai pas senti les joueurs nous emmener dans une folie dans ce match-là. Il n'y a pas eu énormément d'intensité, de courage, et c'est un petit peu dommage, parce que je pense qu'il y avait la place de faire mal à ce PSG, mais voilà, on a été très vite douché par 2 erreurs défensives. Et derrière, bon, même si on arrive à revenir, on n'a pas su accélérer et mettre la pression davantage. Donc on en reste là, on est 5e, on va pas se plaindre, hein, c'est déjà un objectif atteint, et en début de saison on aurait signé pour ça, mais il y a un peu de frustration quand même, vu le déroulement de la saison et des grands événements sur lesquels on aurait pu faire la différence. On aurait pu prétendre à mieux, on aurait pu prétendre à pire, pour paraphraser un célèbre entraîneur du Racing Club de Strasbourg, mais globalement, on aurait surtout pu faire bien pire vu les dernières semaines. Allez, on va me dire que je suis peut-être pas très ambitieux et que je me contente de peu. Oui, bien sûr qu'en étant 2e à la trêve, tu dois espérer et finir mieux. Mais bon, vu le bordel aussi également à l'intérieur et aux alentours du club, une bonne petite Europa League avec très clairement une meilleure musique que la Ligue des Champions en plus, puisque je suis dans les affirmations péremptoires et complètement claqué sur ce numéro. Voilà, ça nous fera du bien à tous et toutes. On parlait d'erreurs défensives, on va commencer si vous voulez à en parler en prenant la composition d'équipe ensemble. On reviendra après à l'inefficacité chronique devant le but. Bon, on a parlé toute la saison, je vous cache pas qu'on risque de se répéter, mais c'est vraiment symptomatique, je trouve, sur ce match-là, et la différence que ça aurait pu faire sur le score et sur la dernière journée. Marcin Bulka dans les buts, forcément, Jordan Lotomba titulaire au poste de latéral droit, une charnière Todibo Dante, Melvin Barr aligné à gauche, un milieu de terrain Rosario Sanson, Kefren Turam, et devant Mohamed Alicho, Jérémy Boga et Terem Mofi. Alors messieurs, je vous laisse donner un avis général sur la compo. De toute façon, on va pas se mentir, il y a un choix particulièrement qui a impacté le résultat et qui a interrogé au final les supporters de l'OGC Nice, même si Francesco Farioli a dit que c'était de la gestion de l'effectif et qu'il était très content du match de Jordan Lotomba. Alors, mythomanie, drogue, on sait pas très bien, et peut-être qu'on ne le saura jamais avec son prochain départ, mais en tout cas, Jordan Lotomba, pourquoi titulaire selon vous? Est-ce que c'est juste de la gestion de l'effectif et de se dire Antoine Mendy a joué récemment, et du coup le statut, le gros match de la semaine font que c'est à Jordan Lotomba d'être aligné, ou est-ce que comme d'habitude on aurait peut-être dû juste appliquer la logique sportive? Moi j'ai ma petite idée là-dessus. Je pense que Antoine Mendy face au Havre avait apporté de très belles choses offensivement, défensivement sans être en difficulté. Ça n'avait pas été l'assurance tout risque non plus. Est-ce que Francesco Farioli s'est pas dit oh là là, face au Paris Saint-Germain, essayons de mettre, en tout cas, davantage que l'offensive, la solution la plus sécurisante défensivement. Et mauvais diagnostic, je suis pas sûr que Jordan Lotomba ait été la bonne réponse à cette question. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce choix-là? Des autres aussi, n'hésitez pas à ouvrir le débat. Et surtout de la responsabilité de l'international suisse sur les 2 buts offerts littéralement aux Parisiens dans la première demi-heure. Je vais me permettre de commencer parce que déjà, la première chose qui m'énerve, c'est la déclaration de Farioli après le match. À quel moment il a fait un bon match, Lotomba? Il est responsable sur les 2 buts que marque le Paris Saint-Germain. Il est totalement absent depuis plusieurs rencontres. On voit qu'il n'est plus là. On sait ce qu'il était capable de... On savait ce qu'il était capable de faire. On l'a vu pendant 6 mois sous Digard, où c'était cafou le mec. Et là, il n'a plus envie d'être là.
Ça fait déjà pas mal de temps, hein, qui disait que sa place, son statut lui plaisait pas à l'OGC Nice. Encore en début de saison, lorsqu'il y avait Youssef Attal dans ses pattes. Mais le problème, c'est que ça se voit et ça me pose problème. J'aime pas trop la répétition, mais ça me pose souci. Quand on est professionnel, on doit l'être jusqu'au bout. Quant à la non-titularisation de Antoine Mendy, au départ, j'ai pensé que comme le joueur était sorti sur blessure contre le Havre, je me suis dit il est tout simplement pas prêt, donc t'as pas le choix en fait de mettre Jordan Lotomba. Puis dès que je le vois rentrer, je me dis non, en fait 35 minutes de qualité. Après, est-ce qu'il en avait 60 dans les pattes? Peut-être pas, effectivement, mais ça pose encore plus question quand tu vois son entrée. Ça pose question parce que souvenez-vous que lorsque Didier Digard était à la tête de l'OGC Nice pendant son intérim de 6 mois, Antoine Mendy a joué de très gros matchs. Je pense à Lens, je pense à sa rentrée au Vélodrome quand tu gagnes 3-1. Non, il sait jouer dans les gros matchs. Et je vois pas pourquoi, s'il était apte physiquement, s'il n'était pas blessé, il n'aurait pas pu être dans la continuité de son bon match au Havre. Tu vas pas me faire croire une seconde que tu fais de la gestion d'effectifs à 1 journée et demie de la fin. Surtout quand tu joues pas ton match décisif contre le Paris Saint-Germain. T'as plus rien à jouer face à Lille. Qu'est-ce que tu me parles de gestion d'effectifs? C'est complètement nul. Et voilà. Et Francesco Farioli, en fait, je sais pas que je souhaite son départ de manière actée, merci, bonsoir. Non, pas du tout. S'il reste, tant mieux. Mais par contre, ces déclarations de fin de match, depuis le début de la saison, j'ai l'impression qu'il nous prend pour des cons, en fait. Au début, je l'aimais bien parce que c'était un bon communicant, il était assez ouvert pour discuter ses choix, machin truc et tout. Mais j'ai l'impression qu'il prend les supporters pour des débiles. Un peu à l'image du club dans sa communication généralement. Mais tu peux pas dire que Jordan Lotomba fait un bon match, c'est pas vrai. Vincent, au-delà du choix, est-ce que gestion de l'effectif, gestion du physique, peut-être que c'est des éléments qu'on n'a pas. Ce qui interroge aussi, c'est de se dire que tu comptes sur un joueur comme le rappelle Alric, qui est clairement parti dans sa tête, qui est même pas partant. Hein. Pour moi, Jordan Lotomba, ça fait un moment que déjà il se projette plus à l'OGC Nice. Donc on pouvait compter sur un bon niveau sportif et sur son professionnalisme éventuellement. Professionnalisme, je ne me permettrai pas de juger. Et en tout cas, le résultat, la copie sportive rendue est extrêmement décevante. Plutôt que de miser sur un jeune formé au club qui, lui, je ne connais pas les plans de notre futur directeur sportif, en supposant que notre futur directeur sportif sache déjà qu'il aura la charge du projet de l'OGC Nice. Mais est-ce que dans ce genre de situation où tu n'as pas vraiment de questions de différences sportives qui se jouent, tu fais pas confiance à celui qui a plus de chances de se projeter au club? Enfin, moi, c'est aussi, même si on veut juste raisonner de manière pragmatique, il y a plus de chances qu'Antoine Mendy soit là la saison prochaine que Jordan Lotomba. C'est peut-être l'occasion de lui donner du temps de jeu, surtout que quand il en a eu, il a été globalement satisfaisant. Pour moi, je suis clairement d'accord, parce que déjà quand il a joué contre le Havre en étant titulaire, je me suis dit que c'était le plan, que on profitait de la fin de saison pour valoriser Antoine Mendy, lui donner des minutes et l'acclimater pour la saison prochaine. Là, j'ai pas trop compris pourquoi il était remplaçant. Alors, comme tu dis, il y a des données qu'on connaît pas, notamment son état physique. Je crois même que le jour même, il passait un examen pour son BTS, si je me trompe pas. Il était peut-être pas frais, ou du moins pas pour débuter ou pour jouer plus de 45 minutes, je sais pas. Mais à condition physique égale, en tout cas, le choix, je ne le comprends pas. Lotomba réalise une saison plus que moyenne, autant défensivement qu'offensivement. En effet, il est sur le départ, il n'est pas plus impliqué que ça. Donc non, le choix était vraiment spécial, et effectivement, ça s'avère être un tournant du match. De toute façon, les 2 buts viennent de lui, par une erreur par peut-être excès de confiance ou manque de maîtrise, et une deuxième parce que tout simplement physiquement il est dépassé. Donc voilà, mais c'est dommage. Et après, je pourrais aussi questionner le choix de Terem Moffi en pointe, qui lui non plus n'a rien apporté. Au profit peut-être d'Evan Guessant, qui a montré plus de choses cette saison, et sur qui peut-être on peut compter la saison prochaine. Donc ça, c'était les 2 choix un petit peu critiques, et c'est vrai que Moffi et Lotomba n'ont pas été au niveau hier soir.
Alric sur Guessant, est-ce que Francesco Farioli s'est pas dit allez, Terem il a mis un doublé au match aller, on va pas avoir la possession de balle, on va essayer de jouer en profondeur, en contre, ce qui n'a pas été le cas finalement, et on a bien eu du mal à trouver Terem Moffi, et Terem Moffi a bien eu du mal à trouver le sens de ses pieds pour participer au jeu collectif. Je sais pas si tu as envie de dire un mot là-dessus, sachant qu'on a peut-être déjà tout dit ces dernières semaines. Et avant de passer au joueur suivant qui, lui, a été plutôt exemplaire, on va dire, au moins dans l'engagement, est-ce qu'il y a quelque chose à dire d'autre, selon toi, sur la composition d'équipe? Le choix de Terem Moffi, il peut, il peut convenir à partir du moment où tu sais que face au PSG, tu peux avoir des espaces en contre. Et on a vu, durant quasiment toute la première mi-temps, que lorsque tu faisais des attaques placées, l'une et l'autre des équipes arrivaient à récupérer le ballon très haut, on a su en profiter à certains instants. Je pense à l'occasion de Morgan Sanson, où il doit casser la cage et pas la tribune. Je pense à l'occasion de Kefren Turam, où il tape le poteau. Et notamment aussi à une occasion de Terem Moffi, qui sur une récupération haute arrive à le trouver dans la profondeur. Et puis il faut un tacle assez magistral de Marquinhos pour l'empêcher d'aller marquer. Donc ce choix-là, il n'est pas déconnant. Bien sûr, après, Terem Moffi a fait du Terem Moffi, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que, je continue à le rappeler, j'ai une meilleure conduite de balle que lui. Parce que 2-3 fois, il a voulu prendre le ballon et faire 2-3 dribbles avec, c'est catastrophique. Et pourtant, en première mi-temps, je le trouvais impliqué dans le pressing, dans la volonté d'imposer un peu du physique pour récupérer le ballon assez rapidement. Donc il y avait des éléments qui étaient intéressants, mais dès qu'on s'est fait éteindre, c'est devenu beaucoup plus compliqué pour lui. Après, est-ce que Evan Guessant aurait fait mieux? Mieux que rien, oui, forcément, mais est-ce que c'était le profil qui convenait plus face au Paris Saint-Germain? J'en suis pas convaincu. Mais ça, c'est plus facile de le dire après le match. Voilà. Par contre, une chose est sûre, et j'en terminerai là, je veux voir Evan Guessant à Lille, par contre. Pas Terem Moffi. Oui, parce qu'en plus, il n'y a plus rien à jouer, autant faire jouer ceux qui ont une chance d'être là l'année prochaine, même si on en parlera peut-être dans la suite de l'émission. Bien malin, qui pourrait nous dire aujourd'hui qui sera encore joueur de l'OGC Nice la saison prochaine, joueur, dirigeant, même membre même membre de cellules, communication, marketing, tout ça, c'est l'exode. Bref, tout ça pour vous dire, passons à quelque chose d'un peu plus positif, puisque on va alterner un peu un sujet positif, un sujet un peu plus négatif. On va voir, mais je voudrais parler et rendre hommage au match de Pablo Rosario, alors qu'il n'a pas tout bien fait, mais qui en tout cas s'est investi de la première à la dernière minute, et puis qui a rendu une copie extrêmement propre. En tout cas, lui, pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Vincent, sur la question de comment on a démarré le match, le mood dans lequel on s'est mis, tout ça, lui, il a été, et je pense qu'avec Dante, ça fait vraiment partie des deux joueurs qui ont été quasiment exemplaires, et au niveau de l'événement, dans l'implication. Donc, la rencontre de Pablo Rosario, et puis, c'est peut-être l'occasion de faire un petit point sur sa saison. Et sur son avenir, c'est un joueur qui partant, en tout cas qu'on voulait voir peut-être partir l'été dernier et espérer mieux. Alors, ça sera probablement jamais un génie du football, mais il a encore rendu de très nombreux services. Je pense même qu'on peut dire qu'il a fait une meilleure saison que la précédente. Et à ce poste de numéro 6, il s'est finalement affirmé comme la solution peut-être la plus viable, avec les difficultés qu'on a connues autour du cas Youssouf sur les derniers mois. Alors voilà, on sait qu'il a un salaire de titulaire, ou en tout cas correspondant à son statut au moment où il est arrivé. C'est peut-être pas le plus rentable dans la masse salariale. Après, il n'a pas coûté non plus une fortune en transfert, et il va y avoir déjà de nombreux autres chantiers au milieu de terrain et ailleurs. Est-ce qu'au final, Pablo Rosario, c'est pas le bon joueur de club qu'on est content d'avoir, content de dépanner? Et si lui est content d'être là, pourquoi ne pas prolonger l'aventure? Je pense que c'est exactement ça. C'est un joueur que tout entraîneur aime avoir dans son effectif, parce qu'il est polyvalent, parce que sans être exceptionnel, il amène quand même un peu de leadership et de régularité. Et à partir de là, c'est un très bon joueur de complément. Et puis même cette saison, il était parti dans cette optique-là, et au fur et à mesure, il a gagné sa place au milieu de terrain. Donc non, hier, vraiment un très gros match, du moins dans l'état d'esprit, où il a répondu présent au duel, dans les courses. C'est peut-être un des seuls qui a sonné la révolte.
Donc, bon, petite révolte, hein, mais révolte quand même. Mais non, un match complet et comme tu dis, bah, on l'a pas recruté très cher à l'époque et si il y a beaucoup de départs cet été, je pense que c'est un joueur sur lequel tu peux t'appuyer, qui a de l'expérience européenne, qui commence à connaître le club et tu auras besoin de joueurs comme ça dans un effectif et dans une saison où tu es amené à jouer beaucoup plus de matchs. Donc non, un bon soldat, notre Pablo. Ouais, tout à fait d'accord. Et je tiens à rappeler que l'année dernière, ça faisait partie des joueurs qu'on souhaitait à tout prix voir partir parce que beaucoup disaient qu'il était nul, qu'il servait à rien. Et clairement, il a fait beaucoup mieux cette saison. Il a gagné sa place, comme l'a dit Vincent. Et par moment, hier soir, je me disais, il manque Mario Limina pour l'accompagner dans ce côté purement guerrier au milieu de Moi, terrain. je crois que je me dis ça à peu près tous les jours que... où je suis encore en vie. Il nous manque Mario Lemina, oui, très Oui, clairement. complètement. Mais Complètement, mais pour dire à quel point j'ai aimé son match, je me dis que s'il y avait Mario Lemina à côté de lui, ça aurait été infranchissable au milieu de terrain. Et je vais vous dire un truc, je trouve que le match de Kefren Turam, globalement, était pas inintéressant. Par séquence, je l'ai trouvé super intéressant lui aussi. Enfin, en tout cas, beaucoup plus impliqué que ces derniers mois. Mais non, non, Pablo Rosario, ça fait partie de ces joueurs typiques club qui font pas beaucoup de bruit, mais qu'on a envie de voir et qui, en plus, pardon de le dire, mais il correspond, enfin, pardon, non, mais il correspond à cette âme un peu guerrière qu'on a envie de voir à l'OGC Nice, un peu bourrin. Et si on arrivait enfin à refaire un amalgame un petit peu, tu sais, entre ces joueurs bourrins et des joueurs techniques, eh ben on aurait une équipe qui aurait un peu plus de gueule. Je suis désolé, mais quand je me rappelle l'effectif 2016-2017, c'était un parfait amalgame de ça, avec deux trois joueurs un peu bourrins à la Paul Bass, choses comme ça, et Mika Seri, Balotelli et autres monstres techniques qui savaient faire la différence. C'est ce qui nous a cruellement manqué cette année. Donc Pablo Rosario fait partie des grosses satisfactions hier, et il doit faire partie de l'OGC Nice l'année prochaine. tu parlais de Kefren Turam il y a quelques instants, ce sera le sujet suivant. C'était probablement ses adieux, également ceux de Jean-Claire Todibo, plus certainement encore, et de nombreux autres joueurs. En fait, l'interrogation se pose pour la plupart des joueurs qui étaient alignés sur le terrain. Bon, alors Marcin Bulka a voulu se montrer rassurant en souhaitant à tout le monde de bonnes vacances et nous donnant rendez-vous la saison prochaine. On ne le sait jamais, évidemment. Melvin Barr, qui est également susceptible de partir, finirait sur un carton rouge et ça serait son dernier match en rouge et noir. Jordan Lotomba, on en a parlé. Morgan Sanson, lui, restera. Peut-être qu'on en dira quelques mots à la fin, mais ça y est, les conditions de son prêt et de l'option d'achat ont été officiellement levées. Il est engagé avec l'OGC Nice qu'en 2027. Et puis, devant, l'inconnu Terem Moffi, Gaëtan Laborde, Hicham Boudaoui, qui est très certainement partant, tout comme Romain Perrault. Enfin voilà, c'était le dernier match de beaucoup de joueurs de cette saison et également de quelques historiques qu'il y a eu dans la liste que je viens de citer, mais je voudrais qu'on se concentre peut-être un peu plus sur Jean-Claire Todibo d'abord et un peu sur Kefren Turam, pardon, voilà, deux joueurs qui, quoi qu'on en pense, surtout pour le deuxième, ont quand même marqué l'histoire récente de l'OGC Nice, ont été très importants, ont été des titulaires quasiment indiscutables et très certainement indiscutables pour Jean-Claire Todibo. Et franchement, au-delà du match, au-delà du résultat, la manière des adieux, ça a vraiment fait pchit. Je veux dire, il y a quelques joueurs qui sont venus saluer la tribune en fin de rencontre. Kefren Turam, il s'est à moitié barré. Sa sortie, il y a eu à moitié des sifflets. Jean-Claire Todibo n'a pas eu de chant pour lui. Enfin, voilà, je suis un peu choqué et déçu de se dire l'histoire pour ces deux joueurs-là et d'autres, mais surtout pour ces deux-là, encore une fois, se termine dans l'anonymat le plus total. Alors bon, oui, eux peut-être se projettent sur la 34e et dernière journée qu'ils passeront en rouge et noir, mais la dernière à l'Alliance, là, c'est fait dans un anonymat le plus total, et je ne me l'explique pas, mais apparemment il y avait une volonté réciproque, puisque ni la tribune vraiment n'a forcé, ni les joueurs ne sont vraiment venus se présenter, pour que l'histoire s'arrête comme ça, et je trouve que ça fait de la peine, tout simplement. Ouais, je suis assez d'accord. Ça m'a mis un peu mal à l'aise cette fin de match,
même la sortie de Thuram, qui, bon, hormis son poteau raté, a pas fait non plus un mauvais match, mais il y a eu quelques sifflets. Et ouais, c'est une fin de saison et une fin d'aventure pour eux à Nice qui se fait dans l'anonymat le plus total, alors que c'est quand même des joueurs qui ont compté, sans être non plus exceptionnels, hein, mais voilà, depuis 3 à 4 ans, ils font partie de tes joueurs majeurs et c'est dommage. C'est vraiment dommage quand je revois des images de certains adieux qu'on a pu faire par le passé ou même célébrer des qualifications en Coupe d'Europe. Là, la fin du match, c'était vraiment triste, sans saveur, et ouais, c'est un peu symptomatique de l'ambiance générale autour du club cette saison, j'ai l'impression, où en fait, même en faisant une saison très correcte, voire positive, hein, on aurait tous signé pour ça en début de saison, bah tu sens pas un engouement particulier dans la fin de saison entre les supporters, entre les joueurs. C'est très neutre, et notre club, il nous a pas trop habitués à ça, donc c'est vrai que c'était vraiment dommage. Moi, je peux l'expliquer. Enfin, en tout cas, j'ai un avis sur ça. Je pense que ce qui reste dans l'esprit collectif, malgré tout, malgré la satisfaction d'être cinquième, d'avoir une Europa League, c'est la manière dont ça s'est fait. C'est-à-dire, si tu démarres mal ta saison, que tu l'as fini en trombe et que tu finis cinquième, c'est la fête. C'est la fête absolue. Le problème qui se passe, c'est que ta deuxième partie de saison, elle est horrible. Tu es quasiment barragiste sur ta deuxième partie de saison. Elle est horrible, donc t'as fait que descendre. T'as fait que descendre. Et donc t'as créé un vrai sentiment de déception et d'inachevé. C'est exactement ce que je ressens, moi, par rapport à cette fin de saison, qui fait qu'en fait, on tire tous la gueule, alors qu'on est cinquième du championnat. Ouais, et qu'on aurait tous signé comme ça. Sauf qu'à la mi-saison, t'es deuxième, et à la 22e journée, t'es deuxième. Donc 10 journées plus tard, t'es plus deuxième. Et ça, je pense que ça a créé une espèce de sentiment de déception. Et puis, souvenez-vous quand même que je crois que c'est après Montpellier ou après Nantes, enfin après Montpellier, je crois. T'as les échauffourées autour de Jean-Claire Todibo qui veut en découdre avec un supporter, puis tu perds juste derrière à Nantes, enfin contre Nantes. Donc vraiment, il y a eu une période qui a été compliquée au club, et je crois que ça a laissé des traces. Et c'est peut-être pour ça que ça n'a pas été la fête, encore plus parce que tu as la défaite, et donc tu perds la possibilité de te qualifier potentiellement en Ligue des Champions. Donc tout ça, j'explique comme ça cette espèce d'ambiance un peu morose à la fin du match. Bon, triste en tout cas de voir deux joueurs qui ont été qui ont compté ces dernières saisons pour nous supporters, pour le club, pour plein de choses, et qui j'espère compteront pour les finances au mercato aussi, d'un côté un peu plus pragmatique, finir leur histoire en rouge et noir de cette façon-là. Bon, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise et qu'ils leur empilent, mais là ce serait quand même très, très étonnant, et je suis même pas sûr que ce serait souhaitable ni pour nous ni pour eux. Donc voilà, on va leur souhaiter de partir vers un plus grand club, de s'éclater, de retrouver les Bleus également pour tous les deux, tout ça, voilà, plein de bonnes choses. Pour deux mecs qui ont peut-être pas toujours été exemplaires, mais bon, on va pas se mentir, deux internationaux français, une quantité d'excellents matchs plus que de mauvais, et globalement aussi un respect du maillot et de l'institution qui a été fort apprécié, en tout cas dans cette émission. On va repasser sur quelque chose d'un peu plus satisfaisant et parler allez, je vais pas dire les deux nouveaux chouchous des supporters, mais peut-être les deux satisfactions de la soirée déjà, en plus de Pablo Rosario dont on parlait tout à l'heure, et puis de cette deuxième partie de saison. Je parle évidemment de Mohamed Ali Chaud, buteur, et de Jérémy Boga, qui a été un peu partout et qui fait vraiment une très bonne fin de saison. Est-ce que finalement ces deux joueurs, ce ne seraient pas les deux meilleures promesses qu'on a pour la saison prochaine, puisqu'ils font partie des rares joueurs qui sont supposément intransférables, même si ce mot, on le sait, ne veut pas dire grand-chose, mais bon, ils font partie des derniers arrivés, donc a priori, il n'y a pas de raison qu'ils partent, sauf offre déraisonnée qui viendrait sur le bureau de notre futur directeur sportif. Mais voilà, c'est deux des rares joueurs avec lesquels on peut se projeter dans le 11 la saison prochaine. Ils terminent très très bien la saison tous les deux, je trouve, en étant d'ailleurs y compris décisifs. C'est là-dessus probablement qu'on va baser notre animation offensive pour 2024-2025. Allez, à vous la parole. Qu'est-ce que vous avez pensé déjà, de leur prestation dans la soirée, de l'évolution de leur statut peut-être respectif tout au long de l'année, et des attentes que vous avez sur eux pour la saison prochaine? Personnellement, leur match hier, je l'ai trouvé intéressant. En tout cas,
il y a eu au moins de la volonté d'aller de l'avant de la part des deux. Shaw, tu sens qu'il a l'envie de faire mal, il a l'envie d'accélérer, et Boga aussi, même si c'est peut-être un peu plus dans le contrôle. Mais tu sens aussi que Farioli, son plan de jeu est un petit peu réducteur pour ce genre de joueurs. C'est reptique au centre, hein, très clairement, la consigne de Jérémy Boga, parce que franchement, le nombre de fois que tu l'as vu partir de son côté et longer la ligne des 16,50 m, tu sais. Voilà, donc tu sens pas trop de liberté non plus, alors que c'est des joueurs qui ont les qualités pour justement être autonomes et faire des différences en étant assez imprévisibles. Mais non, leur match a été bon, Shaw buteur, Boga a créé quand même du danger, et c'est peut-être le seul offensif ou milieu, on va prendre les milieux avec, mais qui a créé du danger plusieurs fois hier. Donc non, un bon match dans l'ensemble, et pour revenir sur leur saison, Boga était irrégulier, il a eu plusieurs absences sur des matchs, mais ça reste quand même factuellement ton offensif qui te crée le plus de danger, et par qui toute l'animation passe. Donc à partir de là, c'est quand même une saison globalement réussie de sa part. Et pour Shaw, lui aussi, il est arrivé au mercato d'hiver, et pourtant il s'est quand même vite imposé sur son couloir droit. Alors il a que 19 ans, hein, il est très jeune, il a encore de quoi progresser, il a encore des pistes de progression bien identifiées. Mais voilà, dans l'état d'esprit, il a fait ce qu'on attendait. Il s'est montré décisif à plusieurs reprises, et bon, c'est tout ce qu'on attend de lui à ce niveau-là, de son arrivée et de son adaptation chez nous. Donc tu as envie de les voir l'année prochaine jouer ensemble, et surtout de compter sur eux, parce que ils ont les capacités pour faire de Nice encore une belle saison l'année prochaine. Bulka, Sanson, Shaw et Boga, au final, c'est à peu près les seuls sur lesquels on a une garantie à ce jour pour le 11 la saison prochaine. Alric, sur les deux offensifs, voilà. Ensuite, à ce qu'a dit Vincent, entre leur rencontre, le but de Mohamed Ali Shaw et l'activité de Jérémy Boga, et puis voilà, ce que tu attends d'eux pour la suite. Bon, je suis en tout point d'accord avec ce qu'a dit Vincent, donc je ne vais pas répéter. Je regrette simplement que Francesco Farioli soit si frileux finalement, parce que on est proche du criminel sportif quand on le voit une nouvelle fois sortir Shaw à la 60e minute alors que tu perds 2-1 et que c'est un des rares joueurs offensifs à créer le danger, surtout pour faire rentrer la barre sur le côté. Enfin, franchement, au bout d'un moment, ça me gave, et il faut vraiment qu'il arrête, et je crois que c'est un truc que je regretterais pas de sa part si jamais il venait à nous quitter. Et après, je regrette aussi que sur ce match, Jérémy Boga, il n'a pas de pied gauche, quoi. Enfin, je veux dire, à force de repiquer dans l'axe et de vouloir envoyer des patates au troisième poteau, il a juste oublié à un moment donné qu'il avait un pied gauche, et il y a une ou deux occasions où il se retrouve quand même en bonne position. Il faut qu'il envoie quelque chose, quoi. Il a montré contre Le Havre qu'il pouvait frapper du gauche. Et 2-3 fois, il m'a fait bondir de mon siège parce que il n'a pas fait le bon choix. Mais c'est un peu le résumé de la stérilité offensive de notre équipe cette saison. Et puis globalement, pour l'année prochaine, oui, il faut capitaliser sur eux. Il faut créer quelque chose autour d'eux, et puis mettre des milieux de terrain qui soient complémentaires avec eux pour leur distribuer de bons ballons. Et si tout est fait correctement, je pense que l'année prochaine, ils pourront être de vrais détonateurs. Enfin, faut pas oublier que malgré l'irrégularité qu'on peut reprocher à Boga, il a des statistiques similaires, voire peut-être meilleures que Justin Kluivert lorsqu'il est arrivé à l'OGC Nice. Donc c'est pas une mauvaise saison en soi. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner l'année prochaine. Ouais, c'est les rares joueurs sur lesquels on peut s'enthousiasmer sur la saison prochaine de par leur niveau et la certitude, entre guillemets, toujours avec des pincettes avant une période de mercato, de les voir en rouge et noir sur 2024-2025. Tu parlais, Alric, de l'inefficacité offensive chronique. On a encore eu un très très bel exemple, malheureusement, face au Paris Saint-Germain hier soir, parce qu'on enregistre jeudi un peu à tête reposée. Et puis, bon, faut pas déconner, hein, l'heure et le temps de rentrer du stade, on fait pas encore tout à fait de nocturne dans l'émission.
voilà, c'est dommage parce qu'on sent qu'avec soit un autre numéro 9, mais bon, ne chargeons pas uniquement Terem Moffi, puisque on a eu aussi le poteau de Thuram, le drop de Morgan Sanson, enfin voilà, beaucoup de ratés. Il y avait largement la place de battre ce Paris Saint-Germain qui, voilà, déjà, à qui on a offert 2 buts en début de match. On avait su bien revenir rapidement avec le but de Mohamed Adicho, et derrière, ça a été un festival de gâchis. On se dit qu'avec pas grand chose de plus, le match tu le gagnais 4-2, et puis tu te permettais de rêver une dernière journée en déplacement dans le Nord. Alors bon, au-delà du fait de déplorer qu'on a encore fait n'importe quoi devant le but, ma question, puisque la solution cette saison on ne la trouvera pas, si le staff professionnel ne l'a pas trouvé, c'est pas nous qui allons la trouver là entre 2 bières, un match avant la fin, mais pour vous, est-ce qu'on en verra le bout la saison prochaine déjà? À quoi c'est dû? Est-ce que c'est une question de joueur? Est-ce que c'est une question de frilosité de l'entraîneur? Est-ce que c'est une question de système? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous, aux manettes, cet été, vous changeriez pour espérer que, au moins, déjà, bon, on peut aussi dire qu'on fait du spécifique devant le but, hein, c'est une réponse acceptée, mais pour qu'on arrête vraiment de souffrir comme ça, de se dire, putain, les opportunités, on les a, on arrive même à se les créer là. Quand on ne les offre pas directement, je pense au magnifique raté de Gaëtan Laborde. À défaut de savoir à quoi c'était dû cette année, qu'est-ce qu'on pourrait changer la saison prochaine pour éviter de ressouffrir de la même manière? Je vais me permettre de commencer. Vas-y. Déjà, il faut faire jouer les joueurs à leur poste. Parce que... Hier, c'est bon, a priori, à peu près. Oui, mais non, en fait. D'accord. Parce que quand Gaëtan Laborde, il rentre, qu'il est sur le côté, le mec, il est obligé de faire des courses parce que c'est un joueur qui défend bien. C'est pour ça que Farioli le fout sur un côté. Et il est obligé de faire des courses un peu à la con. Ce qui fait que quand il se retrouve devant la cage, il est cramé. Déjà que je pense que mentalement, on l'a détruit à force de le faire jouer à ce poste-là. Physiquement, le garçon, il doit être un peu cramé. Et puis franchement, en fait, sa frappe de grand-mère à l'entrée de la surface, elle me fait penser qu'à ça, en fait. Et deuxième chose, si on avait des joueurs qui n'avaient pas des fils qui se touchent à l'entrée des 16,50 m, on aurait plus d'occasions de but. Parce que le sentiment que j'ai eu, c'est qu'un des rares qui a fait de bonnes passes, elles sont pas toutes passées parce qu'en face, il y avait des défenseurs quand même, hein. C'est que Rosario, 2-3 fois, il a tenté des passes qui cassent des lignes, un peu à la Jean-Michel Seri. Et je me suis dit, mon Dieu, si on avait des meneurs de jeu qui savaient faire ça, on pourrait marquer plus de buts. Donc il faudrait avoir des attaquants qui jouent au bon poste, qui n'aient pas peur de prendre des risques, et des milieux de terrain, un créateur, encore une fois on y revient, un créateur de jeu qui puisse faire la dernière passe. On n'a pas ça. Donc tant qu'on n'aura pas ça, on ne marquera pas de but, tout simplement. Vincent, c'est une animation un peu trop stéréotypée qui repasse toujours par les 2 ailiers, Mohamed Adicho et Jérémy Boga, dont on a déjà parlé, et puis peut-être un petit déficit de confiance, de lucidité, tout ce que Alric a pu citer, et autre chose, si tu as la solution magique à nous proposer. Non, pas grand-chose à rajouter, hein, mais c'est vrai qu'il y a un vrai souci dans l'animation entre le milieu et les offensifs. Ça, on l'a vu dès le début de saison, hein, de toute façon. Mais après, dans la finition, on va dire, face aux cages, au-delà de l'animation, on a pêché. Il y a peut-être un manque de lucidité parce que physiquement, on donne quand même beaucoup. Avec ce plan de jeu-là, les ailiers offensifs passent beaucoup de temps à courir et effectuer des courses de pressing. Et je pense qu'au fur et à mesure de la saison, il y a une composante mentale aussi qui s'est installée. Et en fait, quand tu as les occasions qui se présentent, je pense que les mecs se disent putain, il faut pas la rater celle-là parce qu'on n'a plus le droit de les rater parce qu'on en a raté trop. Et je pense que mentalement, on a failli aussi à ce niveau-là. Et ça se voit, hein, sur la prise de balle, par exemple, de Gaëtan Laborde hier, quand une récupération très haute, il prend le ballon dans la surface et c'est anodin, mais il s'oriente sur son pied droit et derrière il fait une frappe écrasée, et un attaquant en confiance, instinctivement il va s'orienter sur son pied gauche qui est son pied fort. Donc voilà, c'est des petits gestes comme ça, c'est des détails, mais au final ça compte, et je pense que l'aspect mental joue beaucoup dans cette inefficacité offensive. Et Melvin Barr le disait très bien d'ailleurs. Il y a quelques semaines, il disait parfois on a l'impression qu'on marquera jamais. Et donc, ça nous crée une espèce de déficience mentale, comme le disait très bien Vincent. Enfin, on en arrive quand même au point où
des joueurs pendant un match disent on marquera jamais de toute façon. Oui. Bon, c'est le manque de confiance que décrivait Vincent. Effectivement, il y a eu pas mal d'événements et de séries compliquées qui ont pu expliquer que le doute commence à s'installer. Après, il n'y a rien de pire. L'exemple de Gaëtan Laborde qui, effectivement, peut-être en confiance, la reprenait sans contrôle de son bon pied et peut-être le plus parlant sur le match d'hier soir. Terminons peut-être, si vous avez quelque chose à dire sur cette rencontre. Je voulais qu'on parle après quelques instants de dernières infos, rumeurs, mercato, même s'il n'y a pas grand-chose à part, comme on le disait, Morgan Sanson, qui est désormais officiellement niçois depuis notre dernière émission. Qu'est-ce qu'on aurait pu omettre sur ce dernier match de la saison à l'Alliance Riviera, la rencontre face au Paris Saint-Germain? On rappelle défaite de buts à 1 des Aiglons, malheureusement, qui ne verront donc pas la Ligue des Champions, mais la Ligue Europa la saison prochaine. Vincent, un dossier qu'on n'aurait pas ouvert éventuellement et dont on n'aurait pas parlé? Moi, il y a deux choses. Il y a le coaching, en parlant à la fois du plan de jeu et à la fois des changements. Ouais. Dans le plan de jeu, je pense. Je pense que dans le plan de jeu, déjà, les joueurs et du coup le coach n'ont pas su emmener le stade avec eux dans ce qui aurait pu être une soirée exceptionnelle. Parce qu'il y a eu un manque d'intensité, il y a eu un manque de caractère, il y a eu beaucoup trop de manques et tu voyais que même quand tu étais mené, pour jouer les 6 mètres, on prenait notre temps, pour jouer les touches aussi, les coups francs aussi. T'avais l'impression qu'il y avait pas de motivation particulière derrière, pas de nervosité qui se détachait. Et je pense que ça, c'est vraiment dommage. Et puis après, il y a le coaching de Farioli au niveau des changements. Alaric l'a dit tout à l'heure, mais la sortie de Mohamed Ali Chaud à la 55e, je pense que personne l'a compris. Le fait que Mofi, qui était en grande difficulté, reste jusqu'à la 75e non plus. Donc voilà, c'est un peu dommage. On aurait pu vivre une très très grande soirée et il a manqué les éléments pour que les joueurs et le stade ne fassent qu'un et soient en fusion. Donc c'est dommage. C'est un petit regret que j'ai sur ce match-là. Alric, pour ton dossier. Ouais, pour rebondir sur ce que vient de dire Vincent sur l'aspect mental, moi je voudrais saluer le match de Dante. Enfin, le mec, il a 40 ans, il a tout gagné dans sa carrière, à part une Coupe du Monde. Il en garde un très mauvais souvenir d'ailleurs de la Coupe du Monde. Mais par contre, à 40 ans passés, en deuxième mi-temps, on le voyait dans la moitié de terrain parisienne pour récupérer des ballons dans les pieds. On le voyait porter le ballon pour aller faire des centres. C'est pas du tout son rôle, c'est pas du tout ce qu'on attend de lui, mais il le faisait quand même. Et je regrette. De toute façon, c'est à l'image de cette équipe à laquelle on a du mal à s'identifier. Et c'est un petit peu ça le fond de mon propos, en fait. C'est qu'on n'a pas une équipe qui avait envie de se transcender cette année à partir du moment où la première défaite contre Nantes est arrivée. Je ne veux pas dire qui a dit ça, mais il y a quelques semaines, il y a un journaliste à Copéglon qui nous a mis dans la confidence et qui nous a dit qu'il y a un joueur qui a dit qu'à la première défaite, tout se casserait la gueule parce que ça tenait à pas grand-chose. C'est ce qu'on a vu. Et on n'avait pas l'équipe mentalement prête à faire des folies. Et c'est ce que je regrette. Et pourtant, il y a un joueur dans cet effectif, pas qu'un, mais en tout cas hier soir, il y avait un joueur qui symbolisait justement cette envie de révolte qui n'a pas été suivie, c'est Dante. Et pour ça, j'ai envie de le saluer. D'autant plus qu'aujourd'hui, alors que c'était quasiment acté dans l'esprit de tout le monde... On y vient, Alric, effectivement. Voilà. Donc, est-ce que tu nous donnes l'autorisation de clôturer pour embrayer directement sur le dossier Dante, vas-y. De clôturer ce Nice PSG? Vincent, pas de regret, c'est la dernière émission de la saison pour toi en plus, donc je ne veux pas te frustrer. Ok, pas de regret, très bien. Alric, tu le disais, excuse-moi, mais voilà, essayons de séquencer. Je vais essayer d'être organisé et un peu obtus jusqu'au bout de la saison de mon côté. Dante, du coup, avec sa déclaration d'après-match, qui a un peu jeté le trouble autour de son avenir à l'OGC Nice en disant que pour l'instant, rien de signé, pas de nouvelles et beaucoup d'expectatives. Alors, on pensait que c'était... que ça allait être signé, que en tout cas c'était une volonté commune de tous les acteurs, sauf que déjà, les acteurs, certains vont changer. On pense notamment à Florent Ghisolfi, donc quid des volontés de son successeur? Est-ce que Florent Ghisolfi fera le taf sur certaines prolongations et sécurisations de contrats comme ça jusqu'au bout? Est-ce qu'il va s'engager pour la personne suivante? On ne sait pas. On sait que le directeur sportif de l'OGC Nice est toujours plus proche de l'AS Roma. Voilà, ce serait
surprenant au demeurant qu'il n'y aille pas après le dernier match à Lille en fin de semaine. Alors votre avis sur cet épisode? Bon, déjà ça témoigne d'une première chose, le club est géré à la ZEUB, mais bon ça, rien de nouveau si vous écoutez l'émission depuis quelques années, c'est pas faute de vous avoir prévenu. Mais ça interroge par rapport à ce que tu dis. On a parlé de son engagement et de son dépassement de fonction, Alric, dans le dossier Dante que tu as ouvert, mais tout simplement de deux choses. Je voudrais avoir l'avis notamment de Vincent là-dessus. De son niveau tout au long de la saison. On ne peut pas dire que Dante a été décevant sportivement, donc il n'y a pas de raison, tant qu'il est là et qu'on a beaucoup de changements à faire, peut-être d'aller voir ailleurs et d'essayer de trouver mieux. Et tout simplement une raison pragmatique, on risque de changer tout le reste de la défense et la moitié du milieu de terrain. T'as un mec que tu as sous la main qui veut bien re-signer et avec qui tu vas ne t'engager au final que sur 1 an. Alors on imagine que ça discute peut-être soit sur la durée, soit sur le rôle au sein du club après cette année de contrat-là et peut-être aussi sur la rémunération pendant cette année-là. Mais vraiment, est-ce qu'on est à... allez, question ouverte, je vais essayer de pas trop y mettre mon avis dedans, mais est-ce qu'on est à ça près vraiment pour risquer de perdre Dante et risquer de devoir changer toute une défense, de se dire on en est à négocier ce qu'il faut pour une saison en plus. Enfin, je suis assez surpris par la capacité qu'a ce club à se créer des problèmes là où manifestement il n'y en avait pas à l'origine. Au-delà de l'aspect financier, de l'aspect suite de sa carrière qui évidemment ça va rentrer en jeu, il y a aussi l'actualité du club et évidemment que ça rentre en compte. On peut pas douter, enfin en tout cas on peut comprendre que Dante vienne à douter du projet la saison prochaine, parce que tu perds ton directeur sportif, tu vas perdre probablement ton coach, et puis tu as une vague de départ importante. À cela s'ajoutent dans la presse les rumeurs comme quoi Ineos va encore réduire la voilure sur le club. Donc en fait, tout ça, ça crée un petit sentiment d'inconfort et un flou général autour du club. Donc Dante, je peux comprendre aussi qu'il soit un peu réticent à s'engager à nouveau pour une saison qui peut être compliquée. Il pourrait partir aussi sur une saison en finissant 5e, en ayant été capitaine régulier et sur une très bonne année pour lui. Ça se comprendrait, parce que à 40 ans, il a peut-être pas envie de vivre une saison galère l'année prochaine et il a besoin de garanties, et c'est absolument normal à ce niveau-là que quand tu signes un nouveau contrat, tu t'engages avec des gens en qui tu as confiance, dans un projet en qui tu as confiance. Et aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas en plus de l'aspect financier, donc on verra ce que ça donne, mais comme tu dis, ça fait un dossier de plus à gérer pour ce mercato qui s'annonce déjà bien agité. Alric, on comprend le capitaine. Alors après, dans la saison, on a tous et toutes remis en cause son statut de capitaine. On ne sait pas si ça fait partie de la discussion également, peut-être. Enfin voilà, mais un truc qui nous semblait garanti, encore un truc de plus qui nous semblait garanti, qui finalement vole un peu en éclats. Enfin bon, on verra. Hein, il n'est pas parti non plus. Peut-être que la signature se fera très rapidement. Encore faudrait-il savoir qui tient le stylo. Mais blague à part, si tu as envie de rajouter quelques mots par rapport à ce que tu as déjà dit, entre son apport sportif et le fait que ce serait sa dernière saison, le voir l'effectuer en dehors de Nice, ce serait quand même un peu étrange. Au-delà d'être étrange, c'est même dans mon esprit inconcevable. Enfin, je veux dire, c'est presque plus un secret que c'est sa dernière année ça serait sa dernière année en tant que footballeur professionnel. Il a quasiment annoncé il y a quelques mois dans une interview croisée avec Jean-Claire Todibo que été 2025 c'était probablement la fin de sa carrière. Ça fait 8 ans qu'il est à l'OGC Nice. Il est en passe d'atteindre les 300 matchs sous notre maillot. Ça serait inconcevable que ton capitaine, qui par la force des choses devient emblématique en plus au sein du club, ne finisse pas son aventure à l'OGC Nice, fasse une dernière année sous un autre maillot. Mais ça dit aussi beaucoup de choses concernant la faculté à se saborder de l'OGC Nice. À quel moment un club qui se dit ambitieux, avec l'envie de faire la Coupe d'Europe chaque année, arrive à créer un sentiment de flou et d'insécurité pour tout le monde,
y compris même certains de ses salariés, hein, puisqu'il y en a il y en a certains qui partent. Ça a été annoncé notamment par Clément Brossard sur Twitter. Donc, je ne sais pas comment ce club compte régler les choses, mais en fait, on n'arrivera jamais à avoir un sentiment de stabilité. On n'arrivera jamais à avoir quelque chose qui ressemble à un projet sportif si chaque année, encore plus lorsque tu te qualifies à une Coupe d'Europe, tu n'as jamais une saison d'après qui est correcte, qui est stable, qui est ambitieuse. Non, c'est toujours pareil. L'OGC Nice veut devenir grand, mais se met des coups. Vous savez, c'est ce même avec le mec qui fait du vélo et qui se met le bâton dans la roue et qui se casse la gueule. Eh ben, c'est ça, en fait, c'est l'OGC Nice. Je veux grandir, je veux gravir les échelons, mais de temps en temps, je me coupe l'herbe sous le pied, je me casse la gueule et je me dis, ah mince, c'est compliqué. Quand t'as pas Ineos qui fait un communiqué à un moment catastrophique. Ouais, merci, ouais, non, mais... merci à Jim Ratcliffe d'être venu voir le match hier. Encore une défaite. Hein. N'hésitez pas à revenir, monsieur Ratcliffe. J'espère en tout cas que, vu le monde qu'il y avait au stade, il est parti à la 85e pour éviter les embouteillages, encore une fois. Hein, parce que, bon, mais Ineos, c'est même pas de problème, parce que je vous rappelle qu'on a fait la Coupe d'Europe avec Chen Li et Julien Fournier. Enfin, on s'en fout d'Ineos. Ils sont là pour mettre un peu de thunes quand on est en déficit structurel ou pour en... Bon, et éviter de contracter un prêt toxique sur le dos du club aussi. Mais ok, très bien. Mais on n'a pas besoin d'Ineos, concrètement. On a eu plus d'idées sans Ineos qu'avec Ineos. Ce que je veux dire, c'est que l'institution OGC Nice, elle fait n'importe quoi. Elle fait n'importe quoi. Alors, je sais qu'il va pas encore m'en vouloir, le club, de m'entendre dire ça, mais il fait n'importe quoi. Tu veux jouer la Coupe d'Europe, tu te qualifies pour une Coupe d'Europe, tu as même été en espèce d'ambitieux en te disant, mon Dieu, il y a une finale contre le PSG, on pourrait s'autoriser une qualification en Champions League. Et puis, tu as la moitié de ton effectif qui va s'en aller l'année prochaine. Tu sais même pas qui seront tes dirigeants. Tu as des salariés qui partent. C'est n'importe quoi ce qui se passe en ce moment. C'est n'importe quoi. Et je suis là, pour le coup, je commence à être inquiet. Ouais. Vincent, bon, c'est le flou après l'inquiétude. Peut-être que les réponses viendront rapidement. On espère en tout cas qu'après le match face à Lille, on ne devra pas attendre notamment la traditionnelle reprise de l'entraînement fin juin pour avoir un entraîneur. On eut fait ça quelques fois. Hein. Voilà, mais l'année d'avant aussi, même si on avait une idée de l'identité du bonhomme, mais bon, ça avait mis il y avait eu un petit feuilleton le temps de se débarrasser de son prédécesseur, mais voilà, là c'est vraiment encore une fois le flou, encore une fois le timing, à un moment où on se dit on est 5e, on aurait même pu prétendre à mieux, on a enfin trouvé une forme de stabilité autour de gens compétents à leur poste, patatras. Bon, c'est un peu lassant. L'OGC Nice, avec le probable départ de Francesco Farioli qui s'apprête à signer un contrat de 3 ans à l'Ajax Amsterdam, va connaître son 7e entraîneur depuis le rachat par Ineos. C'est quand même signe d'une navigation à vue. Enfin, je sais pas, on n'est pas là pour retaper sur l'ambulance. On a dit, je pense, déjà tout ce qu'on avait à dire et tout ce qu'on avait sur le cœur sur cette gestion et les avantages et les inconvénients de ce propriétaire. Mais pour se concentrer vraiment sur le présent et sur le futur immédiat, c'est-à-dire là en plus, même si on est européen, on est en train de se dire que c'est vraiment pas trop le bon moment de trouver un directeur sportif, sachant qu'ils sont tous engagés dans le mercato de leur équipe. Enfin, voilà, c'est une difficulté supplémentaire et j'ai l'impression d'avoir répété ça plein de fois dans l'émission déjà, mais là, est-ce que tu comprends en fait qu'on puisse vraiment nourrir des inquiétudes et de se dire, d'un côté, ça peut aussi mal tourner, ou en tout cas, on peut vraiment être dans une situation où le blocage peut intervenir. Ouais, totalement. C'est totalement légitime parce que, comme tu dis, on a manqué de stabilité. C'est ce qui nous a fait défaut ces dernières années pour pouvoir enchaîner. Là, on arrive à se qualifier en Coupe d'Europe, ça peut être un tremplin pour une suite de projets un peu plus glorieuse encore. Et au final, tu perds ton coach, tu vas perdre ton DS, tu perds la moitié de l'effectif probablement, dont plusieurs cadres. Ça fait beaucoup dans une saison qui arrive où tu vas jouer la Coupe d'Europe. Attention à l'accident. C'est quand même inquiétant qu'à même pas un mois du début du mercato, tu sois dans un flou total sur plusieurs dossiers, que ce soit les départs ou les arrivées, le coach, le directeur sportif. Enfin voilà, t'as l'impression que là c'est vraiment un bateau où il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas non plus de communication, que ce soit d'Ineos ou du board de l'OGC Nice. Donc là, on est dans l'attente, mais du coup, tant qu'il n'y a pas de ligne directrice à nouveau fondée, et tant qu'il n'y a pas
on va dire de renforts au niveau de l'organigramme qui sont annoncés, normal qu'en tant que supporter, on soit dans le flou et dans l'inquiétude. Bon, et quand bien même, Vincent, on ne doute pas qu'il y aura des personnes qui arriveront. De toute façon, on les espère les plus compétentes possibles et encore plus compétentes que Farioli et Ghisolfi, qui ont, quoi qu'on pense de leur travail au final, ont au moins rempli l'objectif cette saison. Mais bon, enfin, tu te dis encore. Enfin, vraiment, c'est moi les 2 prochaines personnes qui vont arriver à ces postes clés. Je vais me dire. Oui, d'accord, mais vous êtes là pour combien de temps? En fait, le réflexe, ça va être ça, c'est est-ce que vous allez rester 2 saisons entières ou pas? Parce que vos petits copains avant non. Donc bon, c'est l'instabilité chronique autour de ce club qui, je pense aussi, on parlait tout à l'heure, de cette ambiance qui, sans être délétère, est un peu morose ou en tout cas vraiment neutre autour du club, malgré cette belle 5e place, les objectifs remplis, des joueurs malgré tout qu'on apprécie ou qu'on a apprécié et qui sont sur le départ. T'as l'impression d'être dans une saison où t'as joué le ventre mou et où il s'est pas passé grand chose, alors que t'aurais dû avoir plein d'émotions, faire la fête, tout ça, parce que on sait pas de quoi demain sera fait et on espère que nos dirigeants le savent, on n'en doute pas, hein, que voilà, en coulisses c'est plus avancé que dans nos têtes, mais on a quand même hâte d'être un peu rassuré et tant pis si c'est pas cette année. On a hâte de se lancer dans un projet qui va durer plus d'1 an. Jean-Pierre Hiver aimait répéter tu le sais. on était dans des projets sur 3 ans à l'époque où il était le patron du club. On rigolait, on se moquait bien de ses projets pour 3 ans. Je vais vous dire un truc. Là, un projet sur 3 ans, franchement, je signe tout de suite pour en avoir un nouveau. Une petite précision aussi sur l'attractivité du club, c'est qu'on peut se dire que le club est attractif parce qu'il est européen, parce qu'il y a quand même des belles infrastructures. Mais il ne faut pas oublier non plus que les joueurs et autres dirigeants, ils se posent beaucoup de questions sur le club parce que quand tu manques de stabilité depuis 1 an ou 2, ça peut arriver, mais quand ça fait 5 ans de suite qu'il y a eu 7 coachs et des changements de board à tout va, tu peux tomber sur des gens qui sont très 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 dubitatifs sur le projet, donc ça va être encore une mission plus difficile que d'habitude. Si je peux me permettre, rappelons-nous qu'il y a un coach qui avait dit « Moi, je veux bien venir chez vous, mais qui décide? Qui est le décisionnaire? Qui est le chef ?» On n'en a pas à l'OGC Nice. Bon, après, heureusement, ce coach n'est pas venu, clairement. Et on espère que son nom ne va pas repoper cet été, parce que, alors là, pour le coup... Voilà, chopez-moi, prenez un objet coupant et vous me le plantez direct entre les 2 omoplates, on n'en parle plus. Hein, voilà, bref. Messieurs, ce fut un plaisir de faire cette émission avec vous, comme d'habitude, et puis cette saison plus globalement. C'est la dernière de Vincent cette année. On espère qu'on aura le plaisir de te retrouver déjà dans le Club Pancho, forcément, sûrement dans Copéglon, et on espère dans Avantinissa la saison prochaine, et puis dans tous tes autres projets qu'on continuera de suivre sur ton compte X. Mais bon, merci de ta fidélité, de ta pertinence, de ta patience, de ta bonne humeur tout au long de cette saison, des vacances d'Avantinissa bien méritées pour toi. Alric, on te garde un peu plus longtemps puisque tu feras la dernière avec Jérémy. Ce sera lundi matin, du coup profitons du lundi de Pentecôte pour enregistrer notre émission qu'on vous partagera du coup dans la journée. Si vous ne travaillez pas et que vous êtes en jour férié, vous pourrez écouter ça. Il n'y aura pas d'enjeu, ce sera l'occasion de faire un dernier bilan et puis on espère que peut-être on aura des nouveautés pour la saison prochaine. Et sinon, tant pis, on sera peut-être en vacances du gym pour quelques semaines. On sait que ça va être un été particulier. En plus, entre l'Euro et les Jeux Olympiques, voilà, ça va pas laisser beaucoup de place pour manœuvrer sur le mercato. Mais bon, voilà, on se retrouve de toute façon déjà la semaine prochaine, probablement encore 1 ou 2 fois d'ici la fin du mois de mai pour faire sûrement une libre antenne, voilà, un Copéglon spécial, enfin plein de choses. Voilà. Et on prendra nos vacances qu'au mois de juin. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir tenu compagnie. Merci à nos auditeurs et nos auditrices toujours aussi fidèles. C'est grâce à vous que l'émission existe. Et puis encore pour quelques jours sur cette fin de saison et fin de semaine. Issa Nissa. Issa Nissa. C'est ça.